On est en direct. Bonjour Youssef Indy, Bonjour, comment Wilson. vas-tu? Ça va et toi? Ça va bien, ça va bien. Alors aujourd'hui, on va parler actualité. Mhm. On va parler actualité parce il s'est passé pas mal de choses depuis une semaine. Bon, hormis la grève nationale, la question du syndicalisme en France, etc. On a quelque chose qui est pas passé inaperçu et qui mériterait analyse, qui mériterait vraiment analyse. Il y a en date du 3 décembre une résolution qui a été votée, quand même, hein, qui a été votée à l'Assemblée nationale, mais qui heureusement doit passer en second lieu en lecture devant le Sénat. Et cette résolution, elle implique finalement une atteinte quelque part à la liberté d'expression en France, déjà elle était assez confuse. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Alors c'est une résolution proposée par Maillard, qui est un député LREM, mais aussi, je crois, délégué interministériel, quelque chose comme ça, un titre, encore un titre bidon, pour lutter contre l'antisémitisme et le racisme. Et en fait, c'est une résolution qui vise à amalgamer l'antisionisme, c'est-à-dire la critique de la politique israélienne, plus précisément la remise en cause de l'existence de l'État d'Israël, l'entité sioniste, à de l'antisémitisme. Alors, ça fait un moment que le CRIF et le gouvernement israélien font pression sur la France, en particulier Emmanuel Macron, pour justement en fait pénaliser l'antisionisme. Et là, ça renvoie à un sujet que j'ai déjà abordé, c'est un article paru en juillet 2017 où j'avais parlé de cela parce que lors de la commémoration de la rafle du Veldiv, Emmanuel Macron, en compagnie de Benjamin Netanyahou, avait déclaré que l'antisionisme était la forme renouvelée de l'antisémitisme. Et c'est un article que vous pouvez retrouver dans cet ouvrage, Chronique du sionisme. Donc c'est par chapitre, hein, chaque chapitre correspond à un article. Et c'est un article qui s'appelait, donc un des chapitres qui a pour titre La sacralisation de l'État d'Israël. En fait, ce que j'expliquais, c'est que cette interdiction de critiquer ou de remettre en cause l'État d'Israël correspond à une sacralisation, et sacralisation de l'État d'Israël qui a succédé à ce que j'ai appelé la sacralisation du peuple juif. Là, on ne va pas rentrer dans ces détails-là, je renvoie les gens à la lecture de mon ouvrage, ils retrouveront tous les détails. Et ça pose problème, mais ça pose aussi problème à un certain nombre d'universitaires juifs, israéliens ou américains ou même français, qui ont écrit une lettre ouverte, donc avec 127 signataires, hein, 127, hein, 120, universitaires voilà, israéliens pour la voilà, plupart. qui s'opposent à cette. C'est pas une loi, hein, c'est. Comment on appelle ça? Cette Une résolution. résolution. Une résolution. En T'as fait, raison. c'est une résolution qui, d'après Maillard, ne modifie pas le code pénal, mais encourage les forces de l'ordre, les magistrats, les juges à, comment dire, à une sensibilité accrue quant à la critique de l'État d'Israël. Et il faut préciser aussi, dans le texte et l'annonce dans cette résolution qu'on trouve sur le site de l'Assemblée nationale, il y est précisé également l'éducation nationale. Oui, 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 tout à fait, L'éducation tout à nationale. fait. Donc ça veut dire que on peut s'attendre à des cours d'éducation civique Mm. allant dans le sens de cette résolution-là. Oui. Et ça, c'est extrêmement grave. Imaginez par exemple que on pénalise toute critique de la politique saoudienne vis-à-vis du peuple yéménite. Le peuple yéménite qui est massacré par l'armée saoudienne avec la complicité des puissances occidentales, notamment les Français qui ont vendu des armes aux Saoudiens, le soutien d'ailleurs d'Israël, ce qui est en toute logique. Imaginez qu'en France, on pénalise les critiques de la politique de l'Arabie Saoudite, dont je fais partie. Là, vous auriez eu toute la droite, dite souverainiste, qui serait montée au créneau en disant ah, c'est inadmissible cette influence des islamistes sur la politique française. Mais là, étrangement, on ne les entend pas.
Et on n'a pas encore entendu d'ailleurs Éric Zemmour, Elisabeth Lévy, etc., tous les néo-souverainistes français, entre guillemets, critiquer en fait cette influence du lobby juif sioniste sur la politique française, parce il s'agit de cela, hein. C'est le CRIF, le gouvernement israélien, qui ont fait pression On sur peut rajouter la quelques France. éléments, Youssef. C'est que par exemple, Sylvain Maillard, quand on regarde bien sa biographie, il y a quelque chose de fort. Il s'est, alors, il est déjà vice-président de la commission, enfin, c'est pas une commission, c'est un comité, du comité pour l'amitié France-Israël à l'Assemblée nationale, vice-président, ce n'est pas rien, aux côtés de plusieurs personnalités, dont Meir Habib, évidemment Mhm. le célèbre Meir Habib, Oui, 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 c'est pas et étonnant. puis Monsieur Goasguen. Monsieur Oui, Goasguen, ancien maire du et 16e. qui d'autre? Et puis on a, alors ça c'est extrêmement étonnant, Clémentine Autain, Clémentine de la Autain, France, enfin la France soumise, pardon. oui, Voilà, donc du parti de Mélenchon. voilà. Mélenchon qui a des positions critiques vis-à-vis du CRIF en particulier, et Clémentine Autain, donc, qui est députée, hein, on est Qui est d'accord, député, tout à fait. Oui. députée de la France Insoumise, et elle fait partie des amitiés franco-israéliennes. Voilà, en vice-président, on en trouve 8 vice-présidents, hein. Mm. En général, si tu veux, les gros comités, les grosses commissions au sein de l'Assemblée nationale, ou plutôt antinationale, pardon, on trouve quand même, allez, 4, 5 vice-présidents grand maximum pour chaque pays représenté. Là, pour celui-ci, c'est assez étonnant, il y en a beaucoup. Donc il faut se poser peut-être les bonnes questions. Alors, ces amitiés franco-israéliennes, en fait, ces amitiés israéliennes existent dans d'autres pays, notamment en Angleterre. Vous avez au sein du Parti travailliste un groupe d'amitié qui s'appelle les Amis travaillistes d'Israël. Vous avez dans le Parti conservateur anglais les Amis conservateurs d'Israël. Et ces groupes-là, en fait, c'est du lobbying, hein, c'est le lobby pro-israélien en Angleterre, existe aussi au Parlement européen. Alors on trouve des gens de gauche, mais aussi de droite, d'extrême droite, avec Geert Wilders, etc. Et donc au Parlement européen, vous avez les amitiés européennes et israéliennes. Ah, Donc, Monsieur Wilder, c'est intéressant d'entendre ça, parce que oui, lui qui... c'est un proche d'Israël. Enfin, Voilà. c'est un secret pour personne. Donc en fait, vous avez ce lobby pro-israélien qui existe aux États-Unis, qui existe en Belgique, qui existe en Hollande, en France, en Angleterre et au Parlement européen, et qui, c'est, qui est composé de nombreux députés et hommes politiques, même en Angleterre. Et tout le travail de ces amitiés, de ce lobby pro-israélien, sans parler du CRIF, c'est d'influencer les dirigeants français, là en l'occurrence, et les députés, pour les pousser à voter des lois comme celle-ci. Alors, ça pose problème parce que dès lors que vous sacralisez un État et que vous interdisez sa critique, et comme les universitaires juifs l'ont pointé du doigt, ça ne va pas faire diminuer l'antisémitisme, mais plutôt le faire augmenter, parce que les gens qui ne sont pas sensibles à cette question-là, la question sioniste, là, avec ce scandale, en fait, parce que ça fait quand même scandale, vont commencer à se poser des questions quant à la domination d'une certaine communauté sur la politique et sur le Parlement français. Bah, justement, moi je voulais revenir sur deux choses, parce que là, dans le contexte des Gilets jaunes, nous en tant que Gilets jaunes, voilà, on essaie quand même d'être vigilants sur les dépenses publiques. On se rend compte en fait qu'il y a des budgets qui sont alloués à ce genre de comité-là, et des budgets au sein de l'Assemblée nationale. Très bien, s'il faut rapprocher diplomatiquement avec des pays l'entente entre parlementaires, c'est plutôt une bonne chose. Mais simplement, nous, ce qui nous pose question, voilà, c'est que là, on doit être égalitaire. On ne peut pas demander une résolution sur un pays en particulier sans en demander une égalité avec tous. C'est-à-dire que si cette résolution passe, il faudrait faire une résolution pour tous, alors pour tous les pays. C'est-à-dire qu'il serait interdit en fait de boycotter, de critiquer n'importe quel gouvernement au nom de leur histoire, au nom de leur histoire profonde chacun. Et ça nous pose question. Donc comme il y a des dépenses publiques qui sont engagées à ce niveau-là, donc nous estimons que cette résolution est
profondément injuste, et cette résolution est antidémocratique. Je veux dire, qui les a mandatés pour faire une telle résolution? Alors c'est intéressant parce que l'un- on va interdire donc la critique radicale de la politique israélienne et d'Israël en tant qu'État colonial, mais cela se fait au détriment des Palestiniens parce que on va nous interdire de pointer du doigt une politique colonialiste, raciste, pratiquée par Israël vis-à-vis des Palestiniens qui en sont victimes. Donc pourquoi alors on ne voterait pas une loi, interdisant une loi interdisant un discours raciste et colonial vis-à-vis des Palestiniens, parce que c'est le cas. On a des ministres israéliens, le Premier ministre en première ligne, qui défend la colonisation, qui mène une politique d'intensification, d'annexion des territoires palestiniens, de destruction de maisons, etc. Donc là, on a vraiment un deux poids deux mesures qui a été d'ailleurs pointé du doigt par les universitaires juifs, qui va nécessairement faire augmenter l'antisionisme et plus que cela. D'ailleurs, on nous dit que donc cette loi, ceux qui la défendent, à l'REM en l'occurrence, nous disent que la critique d'Israël et de son existence fait augmenter, constitue de l'antisémitisme. Mais ceux qui font l'amalgame entre sionisme et judaïsme, ce ne sont pas les antisionistes. Les antisionistes sont généralement des gens de gauche, même dans la communauté juive, et qui assimilent le sionisme à une politique coloniale de type européenne. Or, on a des gens comme Meir Habib, mais comme je veux dire Benjamin Netanyahou, qui à l'Assemblée des Nations Unies fait régulièrement référence au livre de Josué, au livre biblique, au livre d'Esther, autres livres de la Bible hébraïque, et légitime, comment dire, qui, pour qui l'État d'Israël a une légitimité religieuse et fondée sur la Bible. Donc, il considère la Bible la Bible hébraïque comme un cadastre. Et en fait, c'est cette politique-là qui fait augmenter l'anti-judaïsme et non pas l'antisionisme traditionnel. Je voulais juste préciser une chose pour nos viewers. Alors, si tu peux parler un petit peu plus fort, c'est ce que D'accord. juste préciser à nos viewers, puisqu'il y en a malheureusement n'ont pas compris que nous justement nous faisons une différence entre antisémitisme et antisionisme. Ce n'est pas la même chose, ça ne renvoie pas à la même chose, et que pour nous l'antisionisme devrait être normal et sain au sein d'un pays comme le nôtre, pour la simple et bonne raison que c'est la critique d'un État et la politique d'un État. Voilà. Et donc, il faut bien faire la différence, les amis, c'est très important. Et si aujourd'hui, les Gilets jaunes, on s'intéresse à cette question de la résolution Maillard qui a eu lieu le 3 décembre à l'Assemblée nationale, c'est parce qu'on pense que, d'une, ces députés devraient plutôt se plancher sur les vrais problèmes que rencontrent les Français, notamment la dette publique, notamment la question des réseaux d'influence, notamment l'appartenance à l'Union européenne et sa dépendance, parce que nous avons perdu notre souveraineté, c'est là-dessus que les députés devraient plancher. C'est sur ces problèmes-là, sur les problèmes sociaux profonds de notre pays. Au lieu de ça, on accorde du temps, on se planche sur quelque chose qui normalement ne devrait même pas avoir lieu, ça ne devrait même pas avoir lieu d'être, puisque la critique d'un pays, d'un État et d'un gouvernement est chose normale dans une vraie démocratie. Ce qui prouve donc que notre pays et son régime politique est profondément malade. Voilà, c'était à préciser ça. Et autre chose intéressante, c'est que, comme je le signalais dans mon article de 2017, il paraît paradoxal qu'une république laïque, athéiste, qui a combattu le catholicisme pendant plus de 2 siècles, qui aujourd'hui combat l'islam, se soumette à un pays et un lobby qui n'est pas laïque, mais qui se définit lui-même comme un État juif, où la citoyenneté n'existe pas. C'est-à-dire que les chrétiens et les musulmans palestiniens ne sont pas des citoyens à part entière dans l'État d'Israël. Il n'y a pas de citoyenneté.
les véritables citoyens israéliens, l'État d'Israël appartient aux Juifs qui vivent en Israël et aux Juifs du reste du Donc en monde. fait, tout ce discours laïcard que l'on entend à longueur de journée par nos parlementaires, c'est du vent. Bien sûr que c'est du vent. Alors ça, je l'ai démontré dans un livre qui s'appelle La mystique de la laïcité, généalogie de la religion républicaine. Et ce livre vous permet de comprendre aussi pourquoi dans les synagogues, le jour du Shabbat, en France, il y a des prières pour la République. D'ailleurs, récemment, le grand rabbin de France, Chaim Corsia, lors de l'inauguration place Jérusalem dans le 17e arrondissement à Paris, du centre culturel du judaïsme, a demandé lors de l'inauguration une prière pour la République. Donc en fait tout cela effectivement c'est du vent. La République française est du point de vue du judaïsme, du point de vue des autorités juives, la garantie d'une domination politique sur l'État, mais aussi la garantie d'une domination d'un système bancaire que représente Emmanuel Macron qui vient de la banque Rothschild. Donc vous avez un État républicain, laïque, athéiste, anti-catholique, anti-musulman, qui vote des lois en faveur d'un pays étranger qui est en fait une sorte de théocratie racialiste qui s'appelle l'État d'Israël. Là voilà la réalité. Ça, alors ça, c'est important pour que notre auditoire puisse comprendre que finalement, ce que prônent nos gouvernements respectifs, parce que c'est pas d'aujourd'hui, hein, évidemment, nos gouvernements respectifs, nos députés, nos élus locaux, qui prônent toute la journée une certaine forme de laïcité, qui prônent toute la journée, matin, midi et soir, en répétant sur les organes de propagande que sont les médias mainstream, qu'on doit exporter notre modèle, qu'il y a des pays apparemment dans le monde qui sont encore plus avancés sur ces questions-là. Et au final, on s'aperçoit que non seulement c'est les derniers de la classe, mais en plus de ça, les plus hypocrites qui soient. Puisque quand on se dit laïque, quand on se dit être une démocratie nageant dans un océan d'islamisme, ce sont leurs mots. Hein. C'est un Alexandre Delval qui nous parle de ça. C'est une Elisabeth Lévy. Alexandre Delval, Voilà. marque Dana de son vrai nom. Alexandre Delval n'est pas son véritable nom. Alors ça c'est important pour ceux qui connaissent en tout cas Monsieur Delval, hein, voilà, qui fréquente évidemment les milieux national-sionistes. Alors c'est intéressant parce que comme un Frédéric Ancel par exemple, Ancien qui membre du Bétard. d'accord, bah, c'est encore mieux. Bah, révélation, Comme révélation. Meir Habib d'ailleurs. D'accord. Et ben justement, Meir Habib, c'est bien parce que c'est pareil, ils nous tiennent. Donc ces députés-là, payés avec nos impôts. Et c'est là où, les amis, je vous demande de l'attention parce que c'est en ça que je veux contextualiser au niveau des gilets jaunes. Ces questions-là, finalement, qui peuvent paraître secondaires et illusoires, sont en vérité importantes parce qu'on confie des mandats à des gens qui ne travaillent pas pour l'intérêt collectif, qui ne travaillent pas pour le bien commun, mais pour une puissance étrangère. Je rappelle que Meir Habib, il y a quelques années, il y a eu un scandale qui n'a pas fait grand bruit. Les policiers donc français chargés de la sécurité de Meir Habib se sont plaints d'avoir été utilisés par ce dernier, le député Meir Habib, franco-israélien, pour le protéger lors de transactions. C'est-à-dire qu'il transportait pour aller vendre des diamants. Donc, lors de son comment dire, durant ses heures de loisirs, hein, pas dans le cadre de son travail, il utilise des fonctionnaires français pour le protéger alors qu'il le transporte et va vendre des diamants. Lui. On a l'impression. Alors là, c'est extraordinaire ce que tu es en train de dire là. Oui, c'est documenté. Vous tapez Meir Habib diamant et vous allez tomber sur des articles. Donc Meir Habib, diamant, et on tape là-dessus alors. Sur Google et vous allez trouver des articles sur le sujet il y a quelques années. J'aimerais revenir sur la notion d'antisionisme et d'antisémitisme. En fait, ce que j'expliquais notamment dans le chapitre qui s'appelle Sacralisation de l'État d'Israël, c'est que ce ne sont pas les antisionistes qui font augmenter l'antisémitisme, mais bien les sionistes eux-mêmes. Pourquoi ? Parce que comme je l'ai démontré dans mon premier ouvrage, Occident Islam, tome 1, source et genèse messianique du sionisme, le sionisme n'est pas né au 19e siècle dans les milieux athéistes laïques. C'est un projet en fait qui est religieux, qui est né au Moyen-Âge et qui a simplement pris une forme athéiste au 19e siècle. Et aujourd'hui, la politique israélienne se révèle être
une politique religieuse, d'où la montée en puissance des religieux dans la politique comme dans l'armée, au sein de l'État d'Israël. Et cette justification du racisme, du génocide, parce que vous aviez l'ancienne ministre de la Justice qui a déclaré en 2014, pendant qu'il massacrait la population de Gaza, elle avait déclaré, donc, Ayelet Sheked, qu'il fallait tuer les mères palestiniennes pour réduire la production de terroristes. C'est intéressant, pas un seul mot dans les médias mainstream français, ça. Non, non. Vous avez aussi l'ancien grand rabbin d'Israël, Ovadia Youssef, qui est Ovadia mort Youssef. en 2013, qui a fait des déclarations du même tonneau en disant qu'il fallait exterminer les Palestiniens, ces villes ennemies d'Ismaël, donc les musulmans, les Arabes, ces villes ennemies d'Israël. Il a dit qu'il fallait exterminer les Arabes et leur envoyer des missiles. Et il a demandé aux Juifs israéliens de prier pour l'annihilation de l'Iran. Et donc, en fait, on voit de façon de plus en plus éclatante le lien qu'il y a entre religion juive et politique israélienne, plus précisément religion juive et politique racialiste, parce que c'est Ovadia Youssef, Ayelet Sheked, En tout etc. cas, on va dire une vision plutôt talmudique des choses, parce que si on prend Une vision biblique, c'est-à-dire biblique, ouais. toraïque, je cite, hein, c'est dans mes articles, dans mes livres, Deutéronome, livre de Josué, d'ailleurs livre d'Esther, et effectivement dans le Talmud, mais aussi dans le Mishneh Torah de Moïse Maïmonide, et dans le Shulchan Aruch, qui est un abrégé du Talmud. Alors justement, Youssef, qu'est-ce qu'on peut dire à nos amis juifs qui, eux, ont compris les réalités du sionisme et la menace que ça pouvait être pour la France, à nos amis juifs qui sont justement au sein des Gilets jaunes et qui veulent en finir avec le sionisme? Je pense par exemple à l'Union juive pour la paix, l'Union française juive pour la paix, dont certains militants justement appellent à une information objective sur le sionisme et d'arrêter et de demander au CRIF d'arrêter de prendre en otage nos concitoyens juifs de bonne foi et sincères qui veulent justement, eux, lutter pour une véritable égalité et une justice. Bah, il faut rappeler des faits historiques. D'abord, le Talmud, c'est-à-dire la tradition religieuse légale juive, interdit le retour en Terre Sainte avant l'arrivée du Messie, de leur Mashiach, de leur Messie. Et c'est dans le Talmud, la référence, c'est Shir Hashirim Ketubot 111a. Il est écrit les Juifs ne doivent pas retourner en un mur en Terre Sainte, en un mur, c'est-à-dire en communauté. Ils ne doivent pas révéler les secrets aux nations, c'est-à-dire aux goïms, aux non-juifs, et ils ne doivent pas essayer de hâter les temps messianiques et l'arrivée du Messie. Donc la tradition talmudique interdit le retour en Terre Sainte. J'ai mené une enquête historique pour trouver les origines en fait de ce contournement de la loi talmudique. C'est dans mon premier ouvrage, Occident Islam tome 1, sur cette genèse messianique du sionisme. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est qu'il faut faire, comme je l'ai exposé ici dans mes ouvrages, faire le lien entre Israël, sa création et sa politique et la religion juive en tant que telle, et ne pas mettre sur le dos des Européens, de l'Europe, du colonialisme occidental, la politique israélienne. Il faut pointer du doigt le problème et l'origine du problème. Donc ce n'est pas en essayant de revenir à une version libérale ou socialiste ou laïque du sionisme, de l'État d'Israël qu'on réglera le problème, parce que cette politique a toujours été menée, d'ailleurs depuis le début des années 20, politique d'épuration ethnique. Là, cette politique-là est une constante, que ce soit dans les milieux socialistes ou d'extrême droite, entre guillemets, hein, c'est la vieille opposition entre Jabotinsky et Ben Gurion, qui veulent un État d'Israël d'après les frontières bibliques. C'est déjà dans les mémoires de Théodore Herzl, volume 2, page 711, donc, qui correspondent aux frontières bibliques, hein, du Nil à l'Euphrate, simplement par des voies différentes. Donc le projet sioniste est intrinsèquement religieux depuis ses origines. Son application est religieuse, même si elle a pris des formes laïques.
Et c'est ça qu'il faut pointer du doigt, revenir à la source du problème et mettre tout ça Alors, à plat. justement, voilà, pour conclure sur ce passage en fait de cette résolution Maillard donc, qui a été votée à l'Assemblée nationale, je vous le rappelle les amis, le 3 décembre, avec un peu plus de 150 voix pour et 72 contre. Voilà, donc une résolution qui doit passer aussi au Sénat. Donc pour conclure sur cette analyse synthétique sur la résolution Maillard, nous, en tant que Gilets jaunes, nous appelons à une égalité dans la future France et à des mandats, pourquoi pas des mandats impératifs, donnés donc à des députés qui devront faire un travail de fond et un travail objectif, et non pas travailler pour des puissances étrangères et de ne pas travailler pour l'intérêt collectif des Français. Et Donc, c'est ça, et la question de la souveraineté, parce qu'on entend des gens parler de souverainisme, des gens comme Zemmour ou d'autres qui sont les relais de Zemmour sur Internet, comme si Zemmour en avait besoin. Le souverainisme, c'est ça. C'est aussi reprendre la main politiquement et empêcher que des lobbies étrangers, que ce soit Israël, le Qatar, l'Arabie Saoudite ou même le système bancaire, pour parler de façon plus générale, que des lobbies, des puissances étrangères pilotent et dirigent la politique française. C'est ça le véritable souverainisme conséquent, et ce n'est pas seulement, la remigration, c'est global, c'est-à-dire sortir des liens de la banque, des lobbies en tout genre et des puissances étrangères, et régler ces questions-là de façon sereine et ferme. Il ne faut pas prôner un souverainisme à géométrie variable, on est d'accord. c'est-à-dire qu'on est souverainiste lorsqu'il s'agit d'immigration, mais on n'est plus souverainiste pour, ce qui, pour les questions monétaires ou sur le plan de la géopolitique. Et c'est bien que tu parles sur la question monétaire parce que la première perte finalement de notre souveraineté, c'est avant tout la création monétaire. La création monétaire étant entre les mains des banquiers privés et internationaux qui, pour nous, dans notre analyse, sont à la tête de ce qu'on appelle l'oligarchie mondialiste, puisqu'elle est avant tout financière et technocratique, Dont Jacques Attali est un des représentants. voire un idéologue. C'est vrai que ça là-dessus, Les c'est deux. les deux, Et effectivement. lui, il a la jonction de plusieurs lobbies, c'est-à-dire lobby pro-israélien, parce qu'il est proche du CRIF. Il a toujours dit qu'il fallait que ce soit le CRIF qui représente la communauté juive en France auprès des pouvoirs publics. Ça, il a dit. Et je le dis ça aux musulmans et aux médias musulmans qui ont applaudi Jacques Attali lorsqu'il s'est théâtralement opposé à Éric Zemmour. Et aussi, il est le représentant du lobby bancaire, puisque c'est lui qui a placé au pouvoir Emmanuel Macron, issu de la banque Rothschild, et qui est entré à la banque Rothschild via un autre représentant de la communauté qui est Alain Minc. Tout à fait. Et Alain Minc et Attali, on les retrouve d'ailleurs, on va dire les chuchoteurs, c'est comme ça que je les appelle. Les mêmes vont aller chuchoter à l'oreille d'un Mathieu Pigasse, à l'oreille, parce qu'il lui De la aurait, banque voilà, Lazare. de la Blanc Lazare qui était le rival d'Emmanuel Macron, puisque Mathieu Pigasse avait créé il voulait créer un mouvement politique qui s'appelait le Premier Jour. Tu vois, la République en marche, le Premier Jour. On est toujours dans cette histoire de renouvellement, tu vois, et d'écrasement pour niveler tout ça et finalement de n'avoir aucune opposition et d'avoir un parti unique. Comme ça qu'on voit les choses. Alors voilà donc pour la première partie. La deuxième partie, maintenant, on va revenir, si tu le veux bien, sur l'actualité, on va dire, plus sociale. Aurais-tu un mot à dire sur ce que tu observes depuis quelque temps, notamment par rapport aux Gilets jaunes? Est-ce que là, on va vers un tassement? Est-ce que là, on va vers une évolution plus radicale des choses? Ou est-ce que tout simplement, tout ce travail fait depuis un an va aboutir à certaines revendications? Alors, si on regarde en surface, on voit qu'effectivement, le mouvement des Gilets jaunes, je parle bien du mouvement des Gilets jaunes, pas de la crise, c'est assez. Il y a de moins en moins de manifestants tous les samedis. Bon, c'est pas du tout un hasard, c'est le fruit d'une collaboration entre l'État, le ministère de l'Intérieur, et les mouvements, les organisations, les réseaux d'extrême gauche. Donc d'un côté vous avez la matraque, la répression dure, et de l'autre vous avez le noyautage par l'extrême gauche des Gilets jaunes pour les dissoudre et les mener vers des revendications moins dures. Alors ça c'est pour ce qui est du mouvement des Gilets Le jaunes en tant basculement que du tel. social vers le sociétal? Oui, c'est ça. Euh, et un des représentants de cette déviation, c'est Juan Branco.
hein, celui qui a sorti un livre dont on voit la publicité dans les, dans les, dans les couloirs du métro. Euh, ce n'est pas pour autant que la crise va comment dire, disparaître. Les causes sont toujours là. Il n'y a pas eu de réponse véritable et adéquate à la crise socio-économique. Et ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que noyauter le mouvement des Gilets jaunes et le faire s'éteindre ne va pas faire disparaître la révolte, mais la retarde et la radicalise. C'est-à-dire que dans l'esprit des Gilets jaunes et des manifestants, l'on ne peut avoir gain de cause que par la violence. Donc on va avoir une crise qui va s'aggraver et sans doute peut-être moins de manifestants, quoique avec la réforme des retraites et du statut des fonctionnaires, on peut avoir une relance de crise bien plus étendue. Mais ce qui risque de ressortir, je l'ai déjà dit, c'est une, comment dire, une réplique sismique bien plus violente que celle des Gilets jaunes. Il faut voir ça comme un mouvement tectonique profond. Et le mouvement des Gilets jaunes, d'ailleurs, je l'ai dit depuis le début, hein, depuis les premières semaines du mouvement des Gilets jaunes, j'avais dit ne soyez pas pressés, ne croyez pas que la révolution sera pour demain. Ça peut prendre des mois, voire quelques années. Voire des années, on est d'accord. Voire des années. Donc il peut y avoir une résurgence, une réplique sismique, mais beaucoup plus violente. Tant que le gouvernement ou le pouvoir n'aura pas apporté des réponses adéquates à la crise socio-économique, comment dire, la révolte ne s'atteindra pas, et au contraire, elle va se radicaliser. Alors j'aurais une dernière chose pour la dernière partie de notre entretien. Euh, on essaie de trouver maintenant des solutions viables, en dehors des revendications classiques du social, voire du sociétal pour certains. Nous, on pense qu'en fait, il faut s'attaquer aux problèmes profonds, et parmi les problèmes profonds qu'on a identifiés, c'est donc la création monétaire aux mains des banquiers privés qui sont à la tête de l'oligarchie mondialiste, et la dette publique qui finalement rend donne une forme d'esclavage à notre pays, à notre peuple. Et donc on pense qu'une des solutions, ça serait de la suspendre, de l'annuler, voire de la faire rembourser et faire juger ses responsables. Donc ça peut aller loin. Nous on pense, parce que voilà, nous sommes apolitiques et on pense que passer par des élections ou des partis politiques, ça serait contre-productif pour nous. Et on pense plutôt que la solution serait de créer un moratoire via une forme de pétition nationale. Que penses-tu de cette idée? Je pense que c'est une bonne idée et qu'il faut, au-delà de la pétition, le moratoire peut avoir une utilité, c'est-à-dire d'informer le peuple, parce que le problème, c'est que le peuple n'est pas formé sur les questions monétaires, il ne sait pas ce que c'est que la monnaie, le fonctionnement de la monnaie, donc il y a tout un travail pédagogique à faire. Et deuxièmement, leur expliquer que la logique de la dette est une logique très ancienne, hein, qui remonte à l'Antiquité, et comme l'avait expliqué Karl Marx au milieu du 19e siècle, c'est un moyen pour la haute bourgeoisie de rançonner l'État, c'est-à-dire de maintenir l'État dans un état de servilité, et donc son peuple vis-à-vis du système bancaire. Donc il faut d'abord faire un travail de pédagogie, sinon la pétition ou le référendum, d'abord la pétition, hein, pour qu'il y ait un référendum, il faut que l'État soit, comment dire, d'accord. Il faut que le peuple soit déjà informé un minimum sur ce qu'est la monnaie, ce qu'est la dette, la logique de la dette et les finalités de la dette. Et là, et j'en profite justement pour faire la publicité d'un autre ouvrage, c'est Marc-Gabriel Draghi aux éditions K Éditions, qui s'appelle Les Nouveaux Marchands du Temple, le gouvernement des banquiers, où là il y a une parfaite description historique, sociologique et économique de ce que c'est que la création monétaire, de ce que c'est qu'une banque aussi, comment fonctionne une banque, et ça nous donne, et puis aussi comment sont structurées ou restructurées les dettes d'États souverains. Et ça c'est vraiment très intéressant, donc je vous invite vraiment à lire cet ouvrage. En tout cas voilà, on va donc terminer l'entretien et on tient à te remercier Youssef pour ton engagement intellectuel. On te remercie aussi pour tes analyses pertinentes et on invite donc nos viewers à lire le dernier ouvrage que tu as écrit, donc, qui s'appelle Chronique du sionisme aux éditions Contre-Culture
qui est un ensemble de textes que tu as écrit depuis 2014, il me semble. 2014, Depuis voire 2015. 2015, Juillet ouais, c'est ce que 2015 j'avais et vu, juillet voilà. 2019. Voilà, C'est de la jusqu'à géopolitique. jusqu'à récemment avec une géopolitique, hein, et en partant toujours d'un même constat finalement, c'est que le fil conducteur de tout ça, c'est évidemment le sionisme international et ses implications dans l'histoire. Et donc en fait, il y a tout un fil conducteur. Donc voilà les amis, je vous invite vraiment à lire cet ouvrage passionnant, tout comme la majorité des ouvrages qu'a écrit Youssef. C'est mon 6e ouvrage. Voilà, on peut citer aussi la mystique de la laïcité, on peut citer Occident et Islam, tome 1 et tome 2, qui Oui. justement a été les livres les plus sollicités, puisqu'il y a une analyse profonde et historique, De enfin, l'Antiquité à nos jours. assez étonnante, parce que c'est vrai que personne n'a été aussi loin dans cette recherche-là. Et donc voilà les amis, donc je vous invite vraiment, vraiment à lire ces ouvrages-là. Voilà Youssef, bon, on te Merci à vous. remercie, et puis on Merci te à dit vous. à une prochaine. À la prochaine. Merci à vous les amis, et Avec surtout plaisir. on s'excuse pour le son, mais voilà, comme vous le savez, nous on fait avec nos portables, on n'a pas beaucoup de moyens, donc nous on n'est pas payé pour ça, donc si vous avez des vieux stabilisateurs d'image ou des choses que vous voulez donner, n'hésitez pas. Voilà, pour nous, il n'y a pas de monétisation, tout ce qui est attrait à l'argent, nous on l'a aboli totalement. Donc, si vous avez des dons ou des choses comme ça, n'hésitez pas. Et vous aurez après, évidemment, des vidéos de qualité. Nous, on n'a pas les moyens, malheureusement, de s'acheter tout ça. Donc, voilà. Merci à vous, force à vous, et rendez-vous sur le terrain, les amis. Force et honneur.